Donc merci beaucoup. Oui, effectivement, vous avez, brièvement repassé mon profil en revue. Donc comme vous l'avez montré avec, ma thèse de doctorat de formation, donc je suis, diplômé d'un master en didactique, de langues anciennes, donc professeur de latin et de grec que j'ai, approfondi à travers une thèse de doctorat défendue en 2015. Donc je ne suis pas de formation, ni un pédagogue, ni un chercheur en pédagogie, et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi entrepris de suivre la formation Formasup, proposée à l'université de Liège pour justement ajouter cette corde à mon arc. Et donc j'interviens ici avec vraiment beaucoup d'humilité puisque je n'ai probablement pas tous les outils ou toute la méthodologie dont ont fait preuve les intervenants avant moi ce matin et juste Marie Dumont avant moi maintenant. Mais c'est aussi pour moi vraiment l'occasion de tester les quelques idées que j'ai rassemblées autour de ce sujet, et je serais vraiment très heureux d'avoir vos retours ou vos questions juste après sur cet ensemble de réflexions que j'ai pu mener. Euh, c'est la deuxième année que je donne ce cours, donc il est aussi complètement en construction, et c'est la raison pour laquelle je voulais aussi assister à cette journée. C'est pour continuer à venir chercher de la matière, justement pour à chaque fois s'améliorer et avancer vers un mieux. Donc le cours de connaissances pédagogiques que j'enseigne au Conservatoire de Bruxelles est avant tout un cours théorique, qui est donc, comme M. Wattier l'a rappelé, un cours destiné à des étudiants qui sont tous déjà diplômés en fait, d'une discipline artistique, et que ce soit du côté de la musique ou bien du côté des arts de la parole pour les comédiens. Donc, je suis face à un public qui est vraiment très diversifié, vraiment très différent, d'horizons très différents, et qui n'ont d'ailleurs pas tous fait leur formation à Bruxelles, donc qui l'ont peut-être fait même à l'étranger. On a au moins un bon gros pourcentage d'étudiants qui viennent de l'étranger. Donc, aucun de mes étudiants n'a vraiment eu le même profil que ses camarades de classe. Donc, je fais face à un public tout à fait hétérogène. Au-delà du cours de connaissances pédagogiques, je vais aussi les voir en stage en académie de musique, et je me charge aussi de l'encadrement des TFE, de toute la formation pédagogique. Donc, ces étudiants sont inscrits au conservatoire pour devenir eux-mêmes enseignants, principalement en académie, chacun pour leur discipline artistique respective, ou bien pour de l'éducation musicale ou de l'éducation théâtrale en enseignement secondaire. Et donc, ils seront aussi amenés à enseigner à une diversité d'élèves très large, puisque en académie, on peut être inscrit de 6 à 88 ans, de manière complètement amateur ou bien en vue d'une certaine forme de professionnalisation. Et les objectifs ne sont pas du tout les mêmes que ceux poursuivis à l'intérieur d'un cours d'éducation musicale ou théâtrale en école secondaire. Donc, une diversité de profils que l'on cherche tous et toutes à amener à une diversité de fonctions une fois qu'ils seront diplômés de l'agrégation ou bien du master didactique du conservatoire de Bruxelles. Donc, devant ce petit état de la question, du coup, j'oublie de faire passer mon PowerPoint, oui, voilà. Je suis évidemment partie du référentiel de compétences des futurs enseignants, que je vous reprends ici à travers l'arrêté du gouvernement de la communauté française, qui nous invite à développer une capacité de porter un regard réflexif sur la pratique, donc des étudiants sur leur propre pratique, pour qu'ils deviennent des praticiens réflexifs. Et alors, on a parlé tout à l'heure de l'adoption de la réforme de la formation initiale des enseignants. Cette compétence est toujours bien présente dans la nouvelle mouture du décret, puisque c'est la quatrième compétence qui concerne encore cette question de faire des étudiants inscrits dans des formations pédagogiques des praticiens réflexifs. C'est la compétence numéro 4. Donc, nous, en tant que formateurs de futurs enseignants, on va donc chercher à développer cette réflexivité, à l'entretenir, et aussi leur montrer à quel point c'est intéressant pour eux, pour qu'ils puissent continuer à l'entretenir après leur formation, tout au long de leur carrière dans l'enseignement. Donc ça, c'est le premier intérêt, c'est que d'un côté, on nous demande de les former à la réflexivité, mais d'un autre côté, la métacognition fait aussi partie du programme du cours en tant que contenu, en tant que matière, comme un outil pédagogique à développer pour qu'eux-mêmes essayent de développer la métacognition de leurs élèves une fois qu'ils seront chacun dans leur profession respective. Donc, réflexivité d'un côté par
les besoins de la formation et métacognition comme outil de professionnalisation sont donc deux concepts liés qui ont ce double intérêt pour nos apprenants, d'une part pour leur propre pratique dans leur formation, mais aussi après comme outil professionnel une fois qu'ils seront eux-mêmes en situation d'enseignement. Donc, distinguer avec précision les limites et les champs d'action de la réflexivité et ceux de la métacognition, on l'a déjà vu ce matin, est encore difficile et ardu pour les pédagogues. Et c'est aussi la raison pour laquelle, j'imagine, nous prenons du temps aujourd'hui pour discuter de tout cela, c'est-à-dire qu'il y a encore du travail à faire autour de ces deux concepts. Pour ma part, c'est ce qui m'est complètement personnel, je retiens de Tauchon, d'ailleurs, qui a été recité par M. Wolf ce matin, qu'il existe bel et bien des points communs entre les deux, puisque, oups, pardon, je vais trop vite, puisque les stratégies du sujet sont centrales dans les deux courants et tous deux visent à décrire une prise de conscience de manière objectivante. Par contre, là où je vois peut-être une différence, c'est que la réflexivité semble porter sur des domaines plus larges que ceux de la métacognition. Et pour moi, la métacognition se concentre sur la description vraiment du fonctionnement mental de l'apprentissage de l'individu. Donc, on pourrait résumer de manière un peu simpliste que la métacognition est une dimension spécifique de la réflexivité, mais que toute réflexivité ne serait pas métacognition dans cette vision un tout petit peu simpliste. Mais beaucoup, en tout cas, de pédagogues défendent que la réflexivité et métacognition doivent être travaillées dans tous les programmes de formation. Par exemple, la métacognition est présentée comme la clé de voûte du modèle des 8 événements d'apprentissage proposés par Poumet et Leclerc, avec ce conseil à destination des enseignants. L'enseignant invite le plus possible l'étudiant à avoir cette activité méta-réflexive. Donc, cette dimension est encore renforcée dans les programmes à destination des futurs enseignants, où elle occupe aussi une place tout à fait particulière. Et dans ces programmes à destination des futurs enseignants, eh bien, la métacognition est souvent travaillée par le biais de la réalisation d'un portfolio ou d'un journal de bord tout au long du cursus, et on en a déjà parlé également ce matin dans différentes présentations. Donc, j'ai moi-même aussi mis en place un système de portfolio à l'intérieur de mon cours où les étudiants sont invités à charger dans un espace en ligne personnel toutes les productions quotidiennes liées au cours théorique. Et je leur demande 2 fois pendant l'année de lier 2 de ces activités avec 2 des compétences du référentiel que nous avons vues ensemble avec les étudiants, donc les 2, enfin 2 des 14 compétences dont on parlait tout à l'heure. Et je leur demande de voir en quoi ces activités ont pu développer les compétences du référentiel, si ça les a aidés, si ça ne les a pas aidés, ou au contraire, si ils ont eu l'impression d'avoir progressé, et si oui, pourquoi, comment et dans quelle mesure. Alors, il est vrai qu'on a parlé aussi tout à l'heure de cette dimension de la liberté d'expliquer ces démarches internes à l'enseignant. J'essaie aussi de leur expliquer que pour moi, ces moments réflexifs me servent aussi pour réguler mon propre apprentissage de leur côté. Donc, je pense que quand on explique que c'est en soi pour les aider à progresser, mais aussi pour nous aider, nous, enseignants, à progresser, ça peut aussi être une manière de leur permettre de comprendre l'intérêt de cette démarche. Mais les limites du portfolio ont été aussi mises en évidence ce matin. Moi, j'avais repris aussi de Ric ou Broyon, par exemple, avec des difficultés liées à la verbalisation pour les étudiants qui sont moins bons. De mon côté, j'ai des étudiants qui n'ont pas fait leurs études en Belgique et qui ne sont d'ailleurs pas francophones de naissance. Donc, il est vrai qu'on leur fait passer un test de langue française puisque c'est une obligation avant de s'inscrire à la formation pédagogique au conservatoire. Maintenant, il est vrai qu'on n'a sans doute pas les mêmes attentes pour un futur professeur de jazz dont la langue de base est l'anglais, par exemple, pour l'académie que pour un professeur de primaire ou que pour un régenda en français. Donc, enfin, je pense que le niveau de langue n'est pas le même. Donc voilà, c'est une des difficultés en tout cas liées au portfolio. On a parlé aussi de la difficulté d'être sûr que l'étudiant nous renvoie vers ses propres démarches et pas vers celles qu'il croit que nous attendons de leur part. Donc le portfolio a des limites. C'est ça le résumé que je voulais arriver avec vous. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut vraiment multiplier ces activités liées à la métacognition. Et c'est ce qui m'a amené, à l'intérieur de cette analyse de pratique d'aujourd'hui, à m'interroger sur la relation entre métacognition et
isomorphisme, et non seulement à ce lien entre les deux, mais ensuite évidemment après aux modalités pratiques et que l'on pourrait mettre en place pour que ce lien soit effectivement efficace. Donc, il est reconnu que l'isomorphisme est un outil performant dans le cadre de la formation des futurs enseignants. D'ailleurs, Marie Dumont l'a rappelé avant moi, donc c'était tout à fait à propos. Donc, je m'intègre complètement dans les réflexions qui ont été menées sur ce sujet juste avant moi. Et les formateurs d'enseignants cherchent souvent à intégrer une certaine forme d'isomorphisme à leur enseignement, puisqu'il s'agit de faire vivre aux futurs enseignants des expériences proches de celles qu'ils devraient faire vivre à leurs propres étudiants et ainsi assurer une parenté avec ce que le futur enseignant aura à installer avec ses étudiants. Donc, je vous reprends cette remarque qui n'est évidemment pas de moi, mais j'aimais bien déjà ici le mot parenté, finalement, qui était relevé par Verza et Rokent ou Rosent, je ne sais pas comment on prononce, qui d'une certaine manière sous-tend déjà une forme de réflexivité entre les deux que j'ai ici mis en évidence. Alors, on peut distinguer l'isomorphisme d'activité sur l'apprentissage ou sur l'évaluation de l'isomorphisme de contenu. Alors pour l'isomorphisme d'activité, eh bien, comme exemple tout à fait fréquent, c'est de procéder par micro-enseignement. Donc on demande aux apprenants eux-mêmes de faire de petites séquences d'enseignement puisque l'enseignant fait enseigner et donc d'une certaine manière on a cet isomorphisme entre activité et ce que l'enseignant attend de l'étudiant. Et donc, il est confronté à sa pratique future, avec comme différence avec l'isomorphisme donc, de contenu, qui lui pourrait prendre la forme d'un enseignement fondé sur la matière que les futurs enseignants seront eux-mêmes amenés à enseigner. Et donc, par exemple, de construire un cours de maîtrise de la langue française à destination de futurs instituteurs primaires sur les matières enseignées en primaire. Donc, de vraiment redémarrer sur cette matière-là pour qu'elle soit au cœur du programme. J'ai moi-même donné ce cours en haute école les années précédentes, donc j'ai aussi fait toute une série de liens avec la présentation précédente. Mais là, il faut évidemment toujours veiller à ne pas tomber dans un excès d'isomorphisme qui donnerait l'impression aux étudiants qui sont des adultes d'être infantilisés. Et là, finalement, le moyen risquerait d'être plutôt pénalisant. Mais dans les deux cas, l'isomorphisme d'activité et l'isomorphisme de contenu peuvent induire, pour moi, ce retour réflexif sur l'expérience vécue en classe. Et donc, j'ai cherché l'année dernière et j'ai essayé de continuer à l'approfondir cette année-ci. Et après cette matinée, je vois encore toute une série de choses que je devrais mettre en place pour l'année prochaine, de construire le plus possible d'activités qui contiendraient ces caractéristiques d'isomorphisme. Et aujourd'hui, je voulais vous en présenter deux. Et en les préparant, j'ai tenté à chaque fois de partir du contenu de la matière à enseigner pour créer un dispositif qui reflèterait ces caractéristiques de contenu. C'est donc une espèce de forme d'isomorphisme intermédiaire qui allierait contenu et activité avec vraiment ce dialogue entre les deux, puisque c'est le contenu qui m'aiderait à designer d'une certaine manière l'activité à proposer. Donc, la première activité dont j'aimerais vous faire part aujourd'hui, c'est celle que j'ai menée autour de l'apprentissage scolaire. L'apprentissage en contexte scolaire, qu'est-ce que ça veut dire apprendre dans un contexte d'école, école au sens large, que ce soit évidemment l'école obligatoire ou l'école académique pour les musiciens ou les arts de la parole. Et donc, on ouvre le chapitre sur les théories de l'apprentissage par cette activité autour de l'apprentissage scolaire, après l'introduction générale du cours, donc on est vraiment tout au début du cursus de l'année. Et à travers cette activité, mon objectif est multiple. Donc d'abord, évidemment, leur faire apprendre et leur faire mémoriser, si possible, la définition de ce qu'est l'apprentissage scolaire, leur faire comprendre que cette définition a évolué en fonction des différentes théories de l'apprentissage et que finalement, c'est juste un état de la question aujourd'hui, mais que cette question évoluera encore, principalement peut-être avec les avancées des neurosciences. Leur faire prendre aussi conscience de la distance éventuelle entre leur représentation préalable autour de ce qu'est l'apprentissage pour eux et un concept de pédagogie qui est évidemment formalisé, solidifié par la recherche. Et vu qu'ils viennent d'horizons très différents, de manière un peu indirecte, c'est aussi pour moi une manière déjà de les faire un peu travailler ensemble. Et je pense qu'une
une définition d'apprentissage pour un comédien n'est pas du tout la même que pour un violoniste. Et donc, le fait de les faire travailler ensemble leur permet de faire déjà émerger beaucoup de choses très différentes de part et d'autre. Et donc, au lieu de travailler de manière complètement transmissive, en leur donnant moi-même la définition, je leur demande de former des groupes de 4 et de rédiger à 4 avec des étudiants de disciplines artistiques différentes, une définition de l'apprentissage scolaire, donc en partant vraiment de leur passé respectif. Une fois qu'ils ont fait cette première rédaction de définition, je leur transmets une définition de ce qu'est l'apprentissage scolaire qui se concentre sur une définition en particulier et je leur demande de retravailler la première version de leur définition pour intégrer cette nouvelle caractéristique de l'apprentissage scolaire. Et toutes les 5 ou 10 minutes, en fonction de leur rythme, je leur distribue une dimension supplémentaire de ce qu'est l'apprentissage scolaire. À la fin du processus, je leur demande de terminer une définition formalisée et 2 groupes, par exemple, peuvent venir présenter leur définition qui sera notée dans la présentation PowerPoint qui sert de trace pour le cours. Et on discute de ces 2 propositions. Et j'essaye, à travers de leurs 2 propositions, d'arriver à une proposition formalisée. Et donc, ils ont la comparaison du fruit de leur travail avec ce que moi, je leur ai proposé et celle qui sera gardée vraiment de manière théorique pour le cours. Mais à l'intérieur de cette Je me permets discussion… juste de vous Oui, dire qu'il vous reste 3 minutes. Voilà. déjà, oui, ça Pour passe super vite. Oui, oui, tout à fait, mais c'est voilà, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Voilà. D'accord, très bien. Bah, alors, on se consacrera donc sur une seule activité. Mais donc, je remets pour vous les exemples de définitions que je leur distribue au fur et à mesure du travail. Voilà, c'est par exemple la première, la deuxième. Et on termine avec la définition qui sera à conserver pour tout le monde. Et lors de la discussion finale, on reprend les mots-clés de cette définition et je leur demande si à travers ces mots-clés, ils voient un rapport avec l'activité que nous venons de mener ensemble. Et ils arrivent progressivement par la discussion, par le groupe, à mettre en parallèle donc une forme d'isomorphisme de contenu-activité, puisqu'ils voient effectivement que l'activité qu'ils viennent de traverser repasse en fait par les différentes caractéristiques de l'apprentissage scolaire. Donc c'est bien un processus parce qu'on a mené tous ensemble une série d'opérations vers un résultat donné. C'est un processus interne parce qu'ils ont réfléchi, c'est constructif parce que les différentes parties de la définition viennent s'ajouter et forment un ensemble construit et cohérent à la fin. D'ailleurs, pour que ce soit très visuel, je procède par petits morceaux de papier. Donc, ils ont vraiment cette espèce de construction évolutive au fur et à mesure. Voilà, je ne vais pas passer avec vous en revue chacun des points, mais donc il y a une forme de parallélisme, d'isomorphisme entre le contenu de la définition que je cherche à leur faire découvrir et l'activité que l'on vient de mener ensemble. Et donc, pour arriver, je suis désolé, à ma conclusion un peu rapidement, je pense qu'essayer de partir du contenu pour designer l'activité permet en fait d'amener cette discussion à travers l'isomorphisme, donc d'amener les ponts qui peuvent exister entre activité et contenu. Donc, ça les renvoie vers leur réflexivité. Et donc, d'une certaine manière, on revient une deuxième fois sur le contenu qui a été traversé pendant l'activité, mais à travers l'expérience qui a été menée. Donc, ils ont une expérientiation du contenu d'une certaine manière, et souvent, ça leur permet de faire émerger toute une série de difficultés qu'ils auraient rencontrées avec l'un ou l'autre point. Et donc, c'est là qu'arrive la dimension métacognitive dans la discussion, c'est-à-dire que non seulement il y a ces retours réflexifs, mais en plus, ils sont capables de pointer dans la discussion si quelque chose n'était pas clair, pourquoi ça n'était pas dans la discussion de groupe et puis dans la discussion finale, par cette espèce d'effet contraste que propose l'isomorphisme. Bon, j'ai une deuxième activité qui est construite sur le même processus, qui reprend exactement le même procédé avec la discussion au final, mais donc on ne va pas revenir là-dessus parce que le temps n'est pas là. Mais je pense que l'intérêt de procéder de cette manière est donc de leur permettre vraiment déjà d'apprendre en profondeur, puisque par une seule activité, on revoit plusieurs fois la matière de manière différente,
d'abord par la construction elle-même de la matière, par le travail des étudiants, et puis par la discussion fondée sur l'isomorphisme. Cela permet de répondre à la diversité de profils des étudiants, puisque non seulement ils le voient d'une manière un peu plus cognitive, mais aussi d'une manière plus expériencée, si je peux parler de cette manière-là. Ça fait progresser leurs capacités métacognitives et ça montre aussi des exemples de pratiques pédagogiques qui sont un peu moins traditionnelles que le transmissif. Et j'ai constaté l'année dernière qu'après avoir fait ces 2-3 activités, à certains moments, de manière spontanée, certains étudiants me disent « Ah, mais ici, c'est isomorphique ce qu'on est en train de faire. On est en train de montrer ce que nous pourrions faire par la suite. » Et donc, je pense que cette espèce de dialectique continue sur l'isomorphisme permet effectivement d'induire progressivement des capacités de réflexivité qui se sont affinées vers la métacognition. Donc voilà, je suis désolé, j'espère que c'était quand même clair pour la suite, que je ne vous ai pas perdu, mais évidemment, je suis à votre disposition pour certaines questions.